Code des sociétés et des associations prévoit tout un ensemble de règles qui concernent le fonctionnement à distance des organes des personnes morales. Mais ces dispositions sont évidemment mises sous tension par la pandémie Covid-19 et les contraintes imposées par les obligations de confinement et de respect de la distanciation sociale qui viennent perturber le fonctionnement des organes des sociétés qui, a priori, nécessitent une réunion physique des membres de ces organes. Alors, afin de pallier les effets préjudiciables au fonctionnement des organes, le gouvernement a pris un arrêté royal de pouvoirs spéciaux le 9 avril 2020 qui s'intitule Arrêté royal numéro 4, portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 que l'on va communément appeler l'arrêté royal numéro 4. Alors, cet arrêté royal numéro 4 prévoit un régime optionnel. Et donc, on a le choix, soit d'utiliser les dispositions particulières que prévoit cet arrêté royal numéro 4, soit de ne pas les utiliser. Et l'article 4 de cet arrêté royal précise expressément que les dispositions du présent chapitre mettent en place un régime optionnel. Les entités concernées qui choisissent de ne pas faire usage de l'une ou l'autre des options ainsi offertes se conforment intégralement au régime qui serait autrement applicable en la matière. Donc, on peut parfaitement appliquer le régime de droit commun et ne pas utiliser les facultés permises par l'arrêté royal numéro 4. Cela dit, si une personne morale décide de recourir à l'une des possibilités permises par l'arrêté royal numéro 4, alors les dispositions de cet arrêté sont impératives puisqu'elles s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire. En ce qui concerne l'application dans le temps de cet arrêté royal, eh bien, il s'applique rétroactivement depuis le 1er mars 2020 jusqu'au 3 mai 2020, étant précisé que cette période peut être prolongée en fonction des nécessités de la lutte contre la pandémie et la prolongation peut alors intervenir par un simple arrêté royal, une habilitation spéciale ayant été accordée par le législateur par arrêté royal numéroté au roi ou au ministre de la Justice simplement. Alors, ça veut donc dire que le régime prévu par l'arrêté royal numéro 4 s'applique à toutes les réunions qui sont convoquées entre le 1er mars et le 3 mai 2020, même si la réunion qui est convoquée durant cette période se tient postérieurement au 3 mai 2020. Donc, il suffit qu'elle ait été convoquée le 30 avril 2020 pour, par exemple, le 10 mai 2020, pour que les dispositions de l'arrêté royal numéro 4 puissent être d'application. Ça veut dire également que l'arrêté royal numéro 4 est d'application à toutes les réunions qui doivent être tenues entre le 9 avril et le 3 mai 2020 et qui ont été convoquées par hypothèse avant le 9 avril 2020. Le 9 avril étant la date de la publication au Moniteur belge de cet arrêté royal. Et enfin, l'arrêté royal sera également d'application à toutes les réunions qui auraient dû être tenues entre le 1er mars 2020 et le 9 avril 2020. Par exemple, une réunion d'assemblée générale ordinaire qui statutairement est fixée le 20 avril de chaque année et le 20 mars de chaque année et qui n'a pas été tenue en raison des effets de la pandémie Covid-19, tout simplement parce que les actionnaires ou les personnes autorisées à assister à l'assemblée générale ne voulaient pas s'exposer aux effets de la pandémie, eh bien, toutes ces réunions qui auraient dû être tenues entre le 1er mars et le 9 avril et qui n'ont pas, dans les faits, été tenues, sont également visées par l'arrêté royal numéro 4 et peuvent donc être reconvoquées en respectant les dispositions de cet arrêté royal numéro 4. En revanche, l'arrêté royal numéro 4 n'est pas d'application aux réunions qui se sont tenues depuis le 1er mars 2020 régulièrement, conformément au statut. Eh bien, ces réunions se sont tenues régulièrement et il n'y a pas de raison de les recommencer pour les faire correspondre aux dispositions ou aux prescrits de l'arrêté royal numéro 4.
Alors, à quelle personne morale l'arrêté royal numéro 4 est-il applicable? Il est applicable tout d'abord à toute société et à toute personne morale visée par le Code des sociétés et des associations, et aussi à toutes les sociétés et les personnes morales qui, au terme de la période transitoire du CSA, seront régies par le CSA. Et donc, quelles sont les personnes morales qui sont visées par le Code des sociétés et des associations? Ce sont les sociétés en nom collectif, les SRL, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les ASBL, les AISBL, les fondations privées, les fondations d'utilité publique, les sociétés européennes, les sociétés coopératives européennes, les partis politiques européens, les fondations politiques européennes, ainsi que les GEI. Mais comme l'arrêté royal est également d'application à toutes les sociétés qui, à terme, seront régies par le CSA au terme de la période transitoire, c'est-à-dire aux sociétés dont la forme sociale disparaît, mais qui vont devoir adapter les statuts pour adopter l'une des formes sociales retenues par le CSA, eh bien, l'arrêté royal numéro 4 leur est également d'application. On vise les sociétés en commandite simple, les SPRLU, les SPRLS, les SCRL, les SCRIS, les sociétés en commandite par action, les groupements d'intérêt économique, les sociétés agricoles, les unions professionnelles et les fédérations d'unions professionnelles, toutes formes sociales qui disparaissent à terme, eh bien, toutes ces formes sociales qui existent encore à l'heure actuelle, puisque nous sommes en période transitoire, sont également concernées par l'arrêté royal numéro 4. Mais l'arrêté royal numéro 4 est également d'application aux organismes de placement collectif revêtant une forme contractuelle et également aux personnes morales constituées par ou en vertu d'une loi, pour autant qu'elles disposent d'un organe d'administration ou d'une assemblée générale. On vise par exemple les universités, l'ULB ou l'Université catholique de Louvain, qui ont été créées par des lois spéciales qui leur accordent la personne morale. Voilà quel est le champ d'application rationné personné et rationné temporis de l'arrêté royal numéro 4. Mais l'objet de ce webinaire est plus large que l'examen de l'arrêté royal numéro 4, et donc nous allons examiner à la fois les règles de droit commun résultant de l'application du CSA et les dérogations qui y sont apportées par l'arrêté royal numéro 4 en ce qui concerne la tenue à distance des réunions des organes collégiaux des personnes morales. Alors, on va examiner tout d'abord le régime des convocations de ces personnes morales, ensuite les règles relatives à la tenue à distance des réunions des organes collégiaux, et enfin, je dirai un mot également des possibilités de report des assemblées générales qui sont également prévues par l'arrêté royal numéro 4. Alors, premier chapitre, la convocation électronique des organes. Un bref rappel des règles de communication électronique à l'égard des personnes morales, qui sont des dispositions nouvelles qui ont été insérées dans le CSA, essentiellement aux articles 231 et 232 du Code des sociétés et des associations. Alors, en résumé, ces règles sont les suivantes. Si on veut communiquer vers une personne morale, ces communications peuvent valablement intervenir électroniquement, à condition que la personne morale dispose d'une adresse électronique officielle, c'est-à-dire soit d'une adresse électronique qui figure dans l'acte constitutif ou les statuts, soit d'une adresse électronique qui est adoptée par l'organe d'administration et publiée. Si ces conditions sont remplies, on peut valablement communiquer électroniquement à l'égard d'une société. Réciproquement, les communications de la personne morale vers des associés actionnaires, membres ou titulaires de titres émis par la société ou d'un certificat émis en collaboration avec la société, toutes ces communications qui émanent de la société peuvent intervenir bien sûr par un écrit physique, mais également peuvent intervenir également électroniquement, pour autant que le destinataire, donc l'actionnaire, le membre, l'associé, le titulaire d'un titre, etc., ait communiqué à la personne morale une adresse électronique. Dès que cette condition est remplie, la société peut valablement communiquer électroniquement avec cette personne.
Mais le Code des sociétés et des associations va plus loin, puisqu'il permet, le cas échéant, que l'adresse électronique soit remplacée par un autre moyen de communication équivalent. Et donc, si un actionnaire indique à la société qu'il souhaite communiquer avec cette société par SMS ou par WhatsApp, il n'y a absolument aucun problème. La société peut convoquer cet actionnaire à une assemblée générale par une communication WhatsApp ou par un simple SMS, la seule condition étant que cet actionnaire ait préalablement communiqué à la société ou à la personne morale qu'il souhaitait recevoir des communications par ce canal particulier. C'est donc une communication électronique très large qui ne se limite pas à un simple courrier électronique. L'article 232 du Code des sociétés et des associations qui organise ce mode de communication électronique, il est supplétif, on peut y déroger par les statuts, et puisqu'il est supplétif, il est applicable depuis le 1er janvier 2020 à toutes les personnes morales en vertu de la règle générale de droit transitoire qui couvre cette période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Et donc, la société peut parfaitement communiquer à l'égard de ses membres, actionnaires, etc., par voie électronique, à moins que les statuts ne l'interdisent, mais généralement, les statuts ne contiennent pas de dispositions interdisant la communication électronique. Alors parfois, ils ne contiennent pas de dispositions du tout sur la communication électronique, mais ça, peu importe, du moment qu'il n'y a pas d'article des statuts qui interdit la communication électronique, cette communication électronique est permise et d'application immédiate. Alors, en ce qui concerne la convocation des organes, l'arrêté royal numéro 4 va prévoir 2 mesures. La première mesure, ce sont des mesures évidemment qui assouplissent les modes de communication et de convocation électronique. La première mesure, elle vise une dispense de toute obligation de communiquer par courrier ordinaire la convocation et les autres documents qui doivent accompagner la convocation d'une assemblée générale d'une société cotée. Et en ce qui concerne les sociétés non cotées, l'arrêté royal numéro 4 dispense la personne morale de communiquer aux actionnaires ou aux personnes qui sont destinées ou qui ont le droit de participer à l'Assemblée générale et qui ne disposent pas d'une adresse électronique. Eh bien, on va aller simplement la convocation par courrier ordinaire. Par contre, il y a une dispense de joindre au courrier ordinaire les documents qui doivent normalement accompagner la convocation d'une assemblée générale. Il y a donc là un assouplissement généralisé au prix d'une atteinte à la qualité de la documentation fournie en vue d'une assemblée générale. Mais l'arrêté royal numéro 4 va plus loin, puisqu'il précise que toute convocation à une assemblée générale déjà envoyée avant la publication de l'arrêté royal numéro 4 qui est intervenu le 9 avril 2020, eh bien, cette convocation peut être modifiée pour mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté royal numéro 4 sur lesquelles je vais m'expliquer tout à l'heure, ou pour modifier le lieu de l'Assemblée générale, et ce, sans que les formalités de convocation s'appliquent à nouveau. Autrement dit, on peut, en cours de route, modifier le mode de tenue de l'Assemblée générale, et il suffit pour cela, pour les sociétés cotées, d'un communiqué de presse, et pour les sociétés non cotées, de communiquer ces modifications par le moyen le plus approprié selon les circonstances, nous dit l'arrêté royal numéro 4. Donc voilà, en ce qui concerne les règles de convocation des réunions des organes, soit on utilise le Code des sociétés et des associations et singulièrement l'article 2.32, mais on peut en plus y ajouter les dispenses et les assouplissements qui sont prévus par l'arrêté royal numéro 4 et qui visent essentiellement les communications par courrier ordinaire à l'égard des personnes qui ne disposent pas d'un courrier électronique ou d'une adresse électronique communiquée officiellement à la société. Et on peut même, en cours de route, pour pouvoir bénéficier des avantages de l'arrêté royal numéro 4, modifier
une convocation déjà envoyée avant le 9 avril 2020. L'on aborde à présent les règles relatives à la tenue à distance des réunions des assemblées générales et des organes collégiaux d'administration. Alors, avant d'entrer dans le détail des règles de fonctionnement à distance des organes d'administration et des assemblées générales, un bref rappel des règles générales de délibération des organes collégiaux. Quelles sont les règles que l'on doit appliquer pour déterminer si un organe collégial fonctionne correctement? Alors, la règle générale, elle est énoncée d'une manière assez large par l'article 241 du Code des sociétés et des associations dans les termes suivants. La loi dit que, à défaut de dispositions contraires des statuts, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent Code, sauf si celui-ci en dispose autrement. Il en ressort que, pour déterminer quelle est la règle applicable au fonctionnement d'une assemblée délibérante, on va tout d'abord regarder en premier lieu si le Code ne contient pas une disposition impérative. S'il contient une disposition impérative, eh bien, on l'applique, un point, c'est tout. S'il n'y a pas de disposition impérative dans le Code, on analyse les statuts pour déterminer s'il existe une règle particulière de fonctionnement de l'Assemblée. Et si c'est le cas, pour autant que cette règle ne soit pas contraire à une disposition impérative de la loi, on applique cette règle-là. Troisième étape, si rien n'est prévu dans les statuts, on va examiner si la loi ne contient pas une disposition supplétive. Et si c'est le cas, eh bien on applique évidemment cette disposition supplétive. Et enfin, s'il n'y a pas de disposition impérative de la loi, rien dans les statuts et pas de disposition supplétive de la loi, on s'en réfère au règlement de la Chambre des représentants ou au règlement du Sénat. Alors, tout ça a l'air assez clair, mais va être un petit peu complexifié par le nouvel article 2.59 du Code des sociétés et des associations, qui prévoit que les personnes morales peuvent adopter un règlement d'ordre intérieur. Et donc, s'il existe un règlement d'ordre intérieur, eh bien, on va aller insérer une étape supplémentaire dans la vérification de la règle applicable, c'est-à-dire que s'il n'y a rien dans les statuts, on va aller voir s'il existe un règlement d'ordre intérieur, et si le règlement d'ordre intérieur prévoit une règle déterminant le mode de fonctionnement de l'organe d'administration, on va appliquer cette règle-là. Attention, que le règlement d'ordre intérieur ne peut prévoir que des règles de fonctionnement de l'organe d'administration, mais jamais de l'Assemblée générale, puisque la loi interdit expressément que le règlement d'ordre intérieur contienne des dispositions touchant à l'organisation et au mode de fonctionnement de l'Assemblée générale. Donc, d'abord les dispositions impératives de la loi, ensuite les statuts, ensuite, en ce qui concerne uniquement l'organe d'administration, le règlement d'ordre intérieur, ensuite les dispositions supplétives de la loi, et enfin le règlement de la Chambre du Sénat. Similaire sur Internet. Donc, Monsieur Berguen, est-ce que vous pourriez fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Alors, après avoir exposé les règles générales de délibération des organes collégiaux, j'en viens à la tenue à distance des réunions de l'organe d'administration, avant d'aborder, dans un deuxième temps, les règles de fonctionnement à distance des assemblées générales. En ce qui concerne l'organe d'administration, la règle générale, la règle de droit commun, est que rien n'interdit que les réunions de l'organe d'administration se tiennent électroniquement. Il n'existe aucune disposition du Code des sociétés et des associations qui l'interdisent. La seule condition, les seules conditions qui sont requises pour qu'un organe d'administration puisse délibérer de manière électronique ou à distance sont d'une part que cette possibilité soit prévue par les statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur. Pourquoi? Mais parce que s'il n'y a rien de prévu dans les statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur, on applique les dispositions du Code des sociétés et des associations, les dispositions supplétives,
Or, le code impose des réunions de l'organe d'administration et l'économie des textes enseigne que ces réunions doivent être des réunions physiques. Et donc, si on veut pouvoir tenir électroniquement une réunion de l'organe d'administration, il faut qu'il y ait une disposition des statuts. Et la deuxième condition sous laquelle une réunion d'un organe d'administration peut se tenir électroniquement, la deuxième condition est que le principe de collégialité soit respecté, ce qui impose une possibilité d'un débat ou d'une interaction entre les différents participants à la réunion électronique de l'organe d'administration. En ce qui concerne l'arrêté royal numéro 4, il va également étendre les possibilités de tenir à distance et électroniquement les décisions de l'organe d'administration d'une manière très simple, en neutralisant l'obligation de disposer d'une autorisation statutaire pour tenir ce type de réunion. Ainsi, l'article 8 alinéa 2 de l'arrêté royal numéro 4 énonce que toute réunion d'un organe d'administration collégial peut, même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être tenue au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective telle que les conférences téléphoniques ou vidéo. Voilà qui est absolument limpide, même en l'absence de disposition des statuts, et même si les statuts interdisent les réunions du conseil d'administration à distance par voie électronique, l'arrêté royal numéro 4 vient au secours des administrateurs en permettant la tenue de telles réunions. Que se passe-t-il s'il s'agit d'une décision de l'organe d'administration qui doit être constatée par acte authentique? Alors, c'est quoi les décisions qui doivent être constatées par acte authentique dans un conseil d'administration? Ce sont essentiellement des décisions qui tiennent à la gestion du capital ou du patrimoine de la société, soit lorsqu'il s'agit d'une augmentation de capital dans une société anonyme par la technique du capital autorisé, ou la constatation de la réalisation d'une augmentation de capital par conversion d'obligations convertibles en actions, ou de la constatation des démissions ou des exclusions à charge du patrimoine social dans les SRL. Toutes ces réunions, toutes ces décisions, toutes ces constatations sont le fait de l'organe d'administration, mais doivent être reçues par acte authentique. Et pour ces différents types de décisions du conseil d'administration qui doivent être reçues par acte authentique, eh bien, l'arrêté royal numéro 4 permet bien sûr de les tenir à distance en exigeant uniquement la présence physique du notaire et d'une seule personne dûment habilitée ou désignée par l'organe d'administration en vertu d'une procuration pour que cette réunion et cette décision qui doit être prise par acte authentique le soit valablement. Voilà donc deux manières de tenir électroniquement les décisions de l'organe d'administration. Soit on applique les statuts si ceux-ci permettent la tenue électronique des décisions du conseil d'administration, soit on applique les dispositions de l'arrêté royal numéro 4 pendant la période de validité de cet arrêté royal numéro 4 qui autorise et élargissent les possibilités pour un conseil d'administration de délibérer électroniquement. Enfin, ne perdons pas de vue que la loi prévoit en droit commun qu'une décision du conseil d'administration peut être prise du consentement unanime de l'ensemble des membres de l'organe d'administration exprimé par écrit, à l'exception des seules décisions exclues par les statuts. Ça, c'est la règle de droit commun, les décisions par écrit du conseil d'administration. Et l'arrêté royal numéro 4 va à nouveau étendre les possibilités de prendre des décisions par écrit au sein de l'organe d'administration en autorisant ce mécanisme, nonobstant toute disposition statutaire contraire, et en autorisant que ces décisions soient prises par écrit, en précisant que cet écrit est un écrit physique ou tout autre moyen de communication visé par l'article 2281 du Code civil. Et l'article 2281 du Code civil va, de manière assez amusante, faire référence à des techniques de communication à distance qui
qui ont leur âge, hein, qui ont l'âge de leurs artères, puisque l'on parle de télégramme, de téléx, de télécopie, de courrier électronique ou de tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez son destinataire. Donc, réunion à distance des organes d'administration, on peut utiliser le CSA, on peut utiliser les ressources de l'arrêté royal numéro 4 pour pouvoir tenir en toute hypothèse par voie électronique une réunion de l'organe d'administration. Et enfin, on peut également recourir à la décision écrite du consentement unanime des membres de l'organe d'administration telles qu'elles sont étendues par l'arrêté royal numéro 4 et qui dispense de toute autorisation statutaire. J'en viens à présent à la tenue à distance des assemblées générales. Alors, de la même manière que pour l'organe d'administration, je vais commencer par un bref rappel des règles de droit commun qui résultent de l'application du Code des sociétés et des associations avant d'aborder les règles particulières qui sont instaurées par l'arrêté royal numéro 4. Alors, quelles sont les règles de droit commun de la tenue à distance ou de la tenue électronique des réunions des assemblées générales? Alors, le Code des sociétés et des associations prévoit un régime distinct en ce qui concerne les sociétés par action et d'autre part les ASBL, AISBL et fondations. En ce qui concerne les sociétés par action, le Code prévoit un ensemble de règles qui sont d'application dans les SRL, les sociétés coopératives et les sociétés anonymes et qui, de manière générale, suivent le même schéma. Une réunion de l'Assemblée ou d'une Assemblée générale est possible par la voie électronique aux conditions suivantes. D'une part, cette possibilité doit être prévue dans les statuts. D'autre part, la convocation doit contenir une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance telles que prévues dans les statuts. Troisièmement, une fois qu'on a convoqué cette assemblée générale à distance, eh bien, il faut s'assurer que les personnes qui participent virtuellement à l'assemblée générale soient bien des personnes qui ont le droit de participer à l'assemblée générale. Des modalités doivent être prévues dans les statuts. Une fois que ces personnes sont présentes, il faut évidemment être en mesure de vérifier leur qualité et leur identité selon la manière décrite dans les statuts. Autre condition, il faut que le moyen de communication électronique mis en œuvre par la personne morale permette aux personnes qui ont le droit d'assister à l'Assemblée à distance de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'Assemblée et d'exercer le droit de vote, étant précisé que le Code ne prévoit pas que les participants à distance puissent être actifs. Donc, si vous avez une réunion mixte avec d'une part des personnes qui assistent physiquement à l'Assemblée générale et des personnes qui assistent de manière électronique à l'Assemblée générale, eh bien, il y a un débat entre les personnes qui assistent physiquement à l'Assemblée générale, mais le Code ne prévoit pas une obligation d'organiser, de faire en sorte que le débat puisse également intervenir avec les personnes qui se connectent électroniquement à l'Assemblée générale. Et enfin, dernière modalité qui est prévue par le Code des sociétés et des associations pour tenir électroniquement une assemblée générale, le procès-verbal de l'assemblée générale doit mentionner les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation à distance à l'assemblée générale. Voilà en ce qui concerne les règles de fonctionnement de l'assemblée générale électronique. Alors en ce qui concerne la participation physique aux assemblées générales, on peut dispenser tout le monde d'une participation physique à l'assemblée générale, à l'exception des membres du bureau, des membres de l'organe d'administration et du commissaire. Donc, en droit commun, selon le CSA, les membres du bureau, les membres de l'organe d'administration et le commissaire doivent en tout cas assister physiquement à une assemblée générale et ne peuvent en être dispensés par les statuts. Il n'est donc pas possible,
selon les dispositions de droit commun inscrites dans le CSA, de tenir une assemblée générale de manière totalement virtuelle. En ce qui concerne les ASBL et les AISBL et les fondations, rien n'est prévu en ce qui concerne la tenue électronique des assemblées générales, pas plus d'ailleurs que ce n'était prévu dans la loi du 27 juin 1921. Et il était néanmoins admis par la doctrine qu'une assemblée générale électronique pouvait être tenue dans les ASBL, AISBL et fondations, à condition qu'elle soit prévue dans les statuts et qu'elle permette le débat, en somme, grosso modo, sous les mêmes conditions que celles qui sont d'application pour les sociétés par action. Alors, la question de la participation à distance aux assemblées générales est évidemment tout à fait centrale dans l'arrêté royal numéro 4 qui va prendre essentiellement deux mesures destinées à permettre la poursuite des assemblées selon des modalités compatibles avec les mesures prises en réponse à la pandémie Covid-19, tout en permettant aux actionnaires et aux membres d'exercer leur droit de vote et de poser des questions. Donc, les mesures qui vont être prises par l'arrêté royal numéro 4 visent à faciliter la participation à l'Assemblée générale à distance, visent à faciliter l'exercice du droit de vote à distance et visent à faciliter l'exercice du droit d'interpellation par les personnes qui ont le droit d'assister à l'Assemblée générale du conseil d'administration. Deux mécanismes sont prévus par l'arrêté royal numéro 4. D'une part, la généralisation de la possibilité de la tenue électronique d'une assemblée générale et d'autre part, la participation à l'assemblée obligatoirement par mandataire. Alors, ces mécanismes présentent des caractéristiques communes suivantes. Première caractéristique commune suivante, on peut y recourir même en l'absence de toute disposition statutaire. Autrement dit, si l'on décide de recourir à l'arrêté royal numéro 4, les règles qui l'énoncent sont impératives et s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire. Deuxième caractéristique commune des règles énoncées par l'arrêté royal numéro 4, c'est que l'initiative de recourir au système optionnel qu'il instaure revient à l'organe d'administration. Et enfin, troisième caractéristique commune aux mécanismes mis en œuvre par l'arrêté royal numéro 4, il s'agit de mécanismes optionnels qui n'empêchent pas d'utiliser les procédures décrites dans les statuts ou dans le Code des sociétés et des associations pour autant qu'elles soient compatibles en fonction de la situation sanitaire. Première mesure destinée à favoriser la tenue électronique des assemblées générales, c'est la généralisation de la possibilité d'une tenue électronique de l'assemblée générale. Et donc, l'article 6, paragraphe 2 et alinéa 2 de cet arrêté royal numéro 4 autorise toutes les personnes morales à mettre à disposition des participants à toute assemblée générale un moyen de communication électronique tel que visé à l'article 737 du Code des sociétés et des associations et en suivant les modalités du Code des sociétés et des associations. Alors, l'article 7.137 auquel il fait référence, c'est l'article qui organise la faculté d'assister à distance à l'Assemblée dans les sociétés anonymes. C'est un système optionnel, donc même si les statuts l'interdisent, il est désormais permis à toutes les personnes morales de permettre la tenue électronique d'une assemblée générale et il est permis également aux actionnaires ou aux personnes qui ont le droit d'assister à l'assemblée générale d'assister électroniquement ou non. À ce stade-ci, vous pouvez encore organiser une réunion mixte, c'est-à-dire avec réunion physique de certains actionnaires ou de certaines personnes qui ont le droit d'assister à l'assemblée générale, et partiellement électronique pour d'autres personnes qui ont le droit d'assister à l'assemblée générale, mais qui le feront derrière leur ordinateur de la même manière que nous le faisons maintenant dans le cadre de ce webinaire. Mais cette possibilité est désormais généralisée et est d'application, même si les statuts l'interdisent.
La deuxième mesure qui est prise par l'arrêté royal numéro 4 pour favoriser la tenue à distance des réunions d'Assemblée générale, c'est la participation obligatoirement par mandataire et la modalisation du droit d'interpellation du conseil d'administration par les actionnaires. Alors, le principe qui est retenu par l'arrêté royal numéro 4, il est énoncé à l'article 6, paragraphe 1er dans les termes suivants. L'organe d'administration peut imposer, même en l'absence de toute autorisation statutaire, aux participants à toute assemblée générale d'exercer leurs droits exclusivement primo en votant à distance avant l'assemblée générale par correspondance et secondo en donnant une procuration avant l'assemblée générale en suivant les modalités du Code des sociétés et des associations dans la mesure où le présent article n'y déroge pas. Et le rapport au roi précédant l'arrêté royal numéro 4 précise qu'il s'agit d'une combinaison des deux modalités. Et donc, l'organe d'administration ne peut pas imposer le vote à distance sans imposer en même temps la participation à l'Assemblée générale par mandataire. Les deux modalités sont cumulatives, ce que confirme la préposition « et » entre le primo et le secondo de cette disposition de l'arrêté royal numéro 4. Alors, pour assurer l'effectivité de ce mécanisme, l'arrêté royal va préciser 4 choses. La première chose, c'est que les modalités du vote à distance sont celles qui sont précisées dans les statuts ou, si les statuts ne prévoient rien, celles qui sont précisées à l'article 746 du Code des sociétés et des associations qui contient les règles supplétives du vote à distance que le Code n'organise que dans la société anonyme, règles qui sont étendues pour l'occasion à toutes les autres personnes morales, sauf évidemment en ce qu'elles sont spécifiques aux sociétés anonymes. Parmi les modalités d'exercice du vote à distance figure essentiellement la mise à disposition par la personne morale d'un formulaire de vote qui sera mis à disposition soit sur le site internet de la société, soit en le communiquant aux personnes qui disposent d'un droit de vote, par exemple en annexe à la convocation expédiée par courrier électronique. La deuxième chose qui est prévue pour assurer l'effectivité du mécanisme du vote à distance, c'est que le formulaire de vote et le formulaire de procuration peuvent être envoyés par tout moyen, en ce compris par courrier électronique, accompagné d'une copie numérisée ou même photographiée du formulaire de vote et de la procuration, étant précisé que dans les sociétés cotées, ces documents doivent parvenir à la société au plus tard le 4e jour qui précède celui de l'Assemblée générale. Et en ce qui concerne les autres personnes morales, l'organe d'administration peut imposer que les documents parviennent à la personne morale au plus tard le 4e jour qui précède la date de l'Assemblée générale, mais ce n'est pas une obligation. Rien ne s'oppose à ce que l'organe d'administration n'impose rien du tout, auquel cas, pour autant que les formulaires de procuration et de vote parviennent au moment de l'Assemblée générale, avant la tenue de l'Assemblée générale, il n'y a pas de problème. Enfin, pour les questions d'organisation, il paraît quand même assez pratique que l'organe d'administration impose que ces documents parviennent à la société au plus tard la veille, ne fût-ce que pour pouvoir organiser matériellement la tenue de l'Assemblée générale. La troisième modalité qui est mise au point pour faciliter ce mécanisme, c'est que l'organe d'administration peut imposer le mandataire et il peut imposer que ce mandataire soit toute personne qu'il désigne dans le respect d'éventuelles règles de conflit d'intérêts. Il y a donc une atteinte à la liberté du choix du mandataire que le rapport au roi justifie par la nécessité de lutter contre la pandémie et d'éviter la réunion physique de nombreuses personnes. En d'autres termes, cette modalité permet, si l'organe d'administration y recourt, à ce qu'une seule personne assiste à l'Assemblée générale, un seul mandataire qui recueille les mandats de tous les actionnaires ou de toutes les personnes qui disposent d'un droit de vote à l'Assemblée générale.
Et enfin, pour éviter que ce mandataire ne fasse ce qu'il veut, l'arrêté royal numéro 4 impose évidemment qu'il ne pourra exercer le droit de vote pour compte des personnes pour lesquelles il est mandataire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet figurant à l'ordre du jour. Autrement dit, le formulaire de vote qui doit être communiqué aux actionnaires ou aux personnes ayant le droit de participer à l'Assemblée générale et qui doit leur être transmis avant l'Assemblée générale, doit évidemment permettre à ces actionnaires d'exprimer leur vote à l'avance et de le communiquer au mandataire, étant entendu que le mandataire est lié par le vote qui est ainsi exprimé par l'actionnaire et que le mandataire ne pourra porter ce vote à l'Assemblée générale que dans les limites où il a été effectivement mandaté. En ce qui concerne la présence à l'Assemblée générale, l'arrêté royal numéro 4 va également assouplir les règles, en ce que, assouplir, voire renforcer les règles. D'une part, l'arrêté royal numéro 4 permet à la personne morale d'interdire toute présence physique des actionnaires ou d'autres personnes ayant le droit de participer à l'Assemblée générale. Donc, l'organe d'administration peut imposer un mandataire et il peut, pas obligé, mais il peut interdire la présence physique de tout actionnaire, à l'exception évidemment du mandataire qui, lui, doit assister à l'Assemblée générale. Par contre, l'arrêté royal ne permet pas d'interdire la participation physique à l'Assemblée générale des membres du bureau, des membres de l'organe d'administration ou du commissaire. Je rappelle que, selon le droit commun, ces personnes-là, les membres du bureau, les membres de l'organe d'administration et le commissaire, sont obligés d'assister physiquement à l'Assemblée générale et ne peuvent y assister à distance. Alors, dans l'arrêté royal numéro 4, on ne peut pas leur interdire de participer à distance. Par contre, on leur permet, s'ils le souhaitent, donc je rappelle les membres du bureau, les membres de l'organe d'administration et le commissaire, l'arrêté royal leur permet de participer à distance à l'Assemblée générale et d'exercer leurs fonctions de cette manière, c'est-à-dire à distance par vidéoconférence ou par communication téléphonique. Enfin, lorsqu'il s'agit d'une décision de l'Assemblée générale qui doit être reçue par acte authentique, eh bien, l'Assemblée générale peut être tenue en présence évidemment du notaire qui doit recevoir l'acte authentique et d'un mandataire unique, dûment habilité à cette fin ou imposé par le conseil d'administration de telle sorte qu'il n'y ait que 2 personnes qui se réunissent physiquement. Alors, lorsqu'on participe à distance à une assemblée générale, on doit exercer ses droits d'actionnaire. Les droits d'actionnaire ne se limitent évidemment pas au droit de vote, mais l'un des droits fondamentaux des actionnaires est le droit d'interpellation de l'organe d'administration par les actionnaires et les membres des associations. Alors, l'arrêté royal numéro 4 va modaliser le droit d'interpellation des actionnaires et des membres pour l'adapter aux nécessités d'une assemblée générale qui serait tenue sans la présence physique des actionnaires et des membres et uniquement en présence d'un mandataire. Et donc, pour permettre aux actionnaires et aux membres d'exercer leur droit d'interpellation, la personne morale peut imposer que seules des questions écrites soient posées et l'organe d'administration peut imposer que ces questions écrites interviennent ou parviennent à la société au plus tard le 4e jour qui précède la date de l'Assemblée générale. Mais on peut aussi admettre que des questions parviennent à la société la veille ou voire même le jour même de l'Assemblée, mais avant la tenue de celle-ci. En ce qui concerne la manière dont l'organe d'administration va répondre à ces questions, l'arrêté royal numéro 4 prévoit que l'organe d'administration répond à ces questions par écrit également, au plus tard le jour de l'Assemblée générale, mais avant le vote, ou oralement lors de l'Assemblée générale, si l'organe d'administration choisit d'organiser une diffusion en direct ou en différé de l'Assemblée, accessible à toute personne ayant le droit de participer à l'Assemblée générale,
ou si le conseil d'administration choisit d'organiser une assemblée générale par vidéoconférence, auquel cas il peut y avoir une interaction entre les membres de l'organe d'administration et les personnes qui ont le droit d'assister à l'assemblée générale. En ce qui concerne la publication des réponses écrites de l'organe d'administration, celles-ci sont faites obligatoirement sur le site internet des sociétés cotées et pour les autres personnes morales, de manière à ce que la publication soit raisonnablement portée à la connaissance des actionnaires, membres et autres personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale. Donc, on pose ces questions par écrit, le cas échéant dans un délai. Le conseil d'administration y répond soit verbalement, s'il peut organiser les conditions d'une communication verbale à l'ensemble des personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée générale, soit il répond par écrit et il publie de la manière indiquée ses réponses écrites. Et enfin, le rapport au roi précédant l'adoption de l'arrêté royal numéro 4 précise que les personnes morales qui choisissent l'option d'une assemblée générale avec un seul mandataire sont encouragées à entretenir le dialogue avec leurs actionnaires ou membres, par exemple en répondant après l'assemblée aux questions de leurs actionnaires ou membres qui sont liés à l'agenda de l'assemblée, mais auxquelles il n'y a pas été répondu le jour de l'assemblée. Il se peut en effet, par exemple, que les réponses données lors de l'assemblée générale suscitent de nouvelles questions pertinentes. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un encouragement de l'arrêté royal numéro 4 afin d'entretenir le dialogue entre l'assemblée générale et ses membres. Enfin, en ce qui concerne la tenue à distance d'une assemblée générale, on ne perdra pas de vue non plus que le Code des sociétés et des associations permet de prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'Assemblée générale des sociétés, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique. Rien n'est prévu pour les associations et les fondations, et dans ce cas, la doctrine estime que cette pratique est interdite dans les associations et les fondations, et ce mécanisme d'interdiction ou d'autorisation de prendre par écrit toute décision qui relève du pouvoir de l'Assemblée générale n'est pas affecté par l'arrêté royal numéro 4. Il n'y a rien de modifié par rapport aux règles de droit commun à ce sujet. Voilà en ce qui concerne la tenue à distance des organes, des sociétés et des associations. Et j'aborde à présent le dernier point de ce webinaire qui concerne le report des assemblées générales et de certains délais légaux ou de certaines formalités. C'est ce que l'arrêté royal numéro 4 nomme la seconde option. La première option étant l'élargissement de la possibilité de tenir les assemblées générales à distance ou les réunions des organes d'administration. La seconde option consiste à reporter les assemblées générales et certains délais légaux. Alors, il n'est pas prévu dans l'arrêté royal numéro 4 de prolonger les délais qui sont prolongés par l'arrêté royal numéro 4 si la durée de validité de cet arrêté royal est augmentée et si le gouvernement prend un arrêté royal étendant jusqu'au 11 mai ou jusqu'à fin mai ou jusqu'à fin juin les effets de l'arrêté royal numéro 4. Autrement dit, on prévoit un mécanisme permettant de reporter les assemblées, mais on le prévoit une fois. Il n'est pas question de le reprévoir une deuxième fois, même si la durée de validité de l'arrêté royal numéro 4 est prolongée par un arrêté royal. Il s'agit simplement de permettre de tenir les assemblées ultérieurement ou de respecter les délais légaux en les allongeant pour tenir compte des contraintes de la pandémie, mais aussi pour permettre aux sociétés d'utiliser les ressources de l'arrêté royal numéro 4. On peut les utiliser une fois, on ne peut pas indéfiniment les utiliser, donc il n'y a pas de report possible de ces délais, même si la durée de validité de l'arrêté royal numéro 4 est augmentée. Alors, il y a essentiellement trois choses qui sont prévues au niveau des reports. Il y a le report des assemblées générales ordinaires, où l'arrêté royal numéro 4 permet à l'organe d'administration
de reporter l'Assemblée générale ordinaire, et cette faculté est également permise si l'Assemblée a déjà été convoquée mais ne s'est pas encore tenue, à condition que les actionnaires et les membres et toute personne ayant le droit d'assister à cette Assemblée générale soient correctement informés, et l'information doit intervenir par communiqué de presse en ce qui concerne les sociétés cotées, et en ce qui concerne les sociétés non cotées et les associations, par le moyen le plus approprié compte tenu des circonstances, nous dit l'Assemblée générale. Et si l'Assemblée générale n'a pas encore été convoquée, mais est prévue à une date fixe en vertu des statuts, par exemple, l'Assemblée générale se tient le 4e mardi du mois d'avril, et que le 4e mardi tombe le 25 avril, c'est-à-dire pendant la période d'application de l'arrêté royal numéro 4, eh bien, le conseil d'administration ou l'organe d'administration peut reporter cette date, bien qu'elle soit fixée par les statuts, pour autant que les actionnaires ou les membres soient correctement informés de la manière que j'ai indiquée, soit par communiqué de presse, soit par le moyen le plus approprié compte tenu des circonstances. À côté de la faculté de report de l'Assemblée générale, l'arrêté royal numéro 4 prévoit également le report de certains délais. Essentiellement, le report de l'obligation de tenir l'Assemblée générale dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, et le report de l'obligation de déposer les comptes annuels et d'autres documents à la Banque nationale de Belgique dans les 7 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Essentiellement, les deux délais qui sont reportés, et ils sont reportés de 10 semaines. Donc, pour les sociétés qui clôturent le 31 décembre, l'Assemblée générale ordinaire doit être en principe tenue avant le 30 juin de l'année suivante. Et en vertu de l'arrêté royal numéro 4, elle peut être tenue jusqu'au approximativement 15 septembre, c'est-à-dire 10 semaines après le 30 juin de l'année en cours. Et en ce qui concerne l'obligation de déposer les comptes pour les sociétés et associations qui clôturent le 31 décembre, eh bien, ce délai est reporté de 10 semaines également, et donc n'échoit pas le 31 juillet, mais le 15 octobre. Enfin, en ce qui concerne les autres assemblées générales que l'Assemblée générale ordinaire, l'arrêté royal numéro 4 précise que l'organe d'administration peut reporter à la date de son choix toute autre assemblée générale déjà convoquée lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal numéro 4, en respectant le droit à l'information des personnes ayant le droit de participer à ces assemblées, c'est-à-dire que si une assemblée est extraordinaire ou spéciale est déjà fixée, l'organe d'administration peut la reporter à une date de son choix, pour autant qu'il y ait un communiqué de presse en ce qui concerne les sociétés cotées et que les actionnaires ou que les membres soient informés par le moyen le plus approprié compte tenu des circonstances en ce qui concerne les autres personnes morales. Par contre, il y a une exception, 3 exceptions plus précisément en ce qui concerne la faculté de report des autres assemblées générales autres que l'Assemblée générale ordinaire. Donc, le report n'est pas permis en ce qui concerne les assemblées convoquées en cas d'application de la procédure de sonnette d'alarme si l'actif net est négatif ou risque de le devenir. Pas question de reporter l'Assemblée générale. Pas question de reporter l'Assemblée générale si celle-ci est tenue à la demande de 10% des actionnaires, et pas question non plus de reporter l'Assemblée générale si celle-ci est tenue à la demande du commissaire. Dans ces 3 cas-là, il n'y a pas de possibilité de reporter les assemblées générales. Voilà en résumé l'ensemble des règles, tant des règles de droit commun que des règles exceptionnelles prévues par l'arrêté royal numéro 4 et qui permettent de gérer au mieux la tenue à distance des réunions des organes d'administration et des assemblées générales. Et ceci clôture l'exposé relatif à ce webinaire. Alors, pour conclure, on dira que l'arrêté royal numéro 4 est en quelque sorte un test grandeur nature de ce qui pourrait devenir
en tout cas partiellement définitif dans le Code des sociétés et des associations. Et en tout cas, c'est une opportunité de tester en vrai, pour du vrai, des mécanismes qui permettront d'implémenter plus durablement la digitalisation du fonctionnement des organes des sociétés. Et en cela, c'est une réelle opportunité. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention.